Salut les sportifs, c'est Armano. Avant de lancer l'épisode du jour, je souhaitais vous parler de quelque chose que vous connaissez forcément tous. Je vous propose de vous lancer un défi pour 2024. Pas forcément aussi important que le défi Agrippa, mais tout de même le défi d'une vie. Quelque chose qui vous changera à jamais. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'un Ironman ou Ironman 70.3 en France. Vous aurez le choix parmi plusieurs courses, toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Pour commencer, vous pouvez plonger dans la saison de triathlon le 19 mai 2024 avec l'Ironman 70.3 de Aix-en-Provence. Vous pouvez aussi opter pour les légendaires et uniques Ironman 70.3 ou Ironman France-Nice le 16 juin. Vous pouvez enfin choisir l'Ironman 70.3 le plus populaire au monde et qui est aussi la seule course dans l'ouest de la France le 30 juin 2024 à l'Ironman 70.3 au Sables d'Olonne. Et enfin, vous pouvez clôturer la saison Ironman France en beauté le 1er septembre prochain à l'Ironman 70.3 de Vichy. Mais Hermano, pourquoi devrais-je me lancer sur le parcours Ironman ? Eh bien, je vais vous le dire, il y a 3 raisons principales. La première, les parcours sont à couper le souffle. Vous n'aurez certainement pas le temps de prendre beaucoup de photos depuis le vélo, mais ça reste une occasion idéale pour visiter la région. Bon, évidemment, après la course. Et puis ça passe aussi toujours mieux pour ceux qui vous accompagnent. Deuxièmement, l'expérience athlète est unique. Ils savent mettre le feu. Et je vous jure que vous vous souviendrez de la ligne d'arrivée. Ce sont des moments qui restent gravés dans les mémoires. Alors prenez le temps et souriez quand vous serez sur le tapis rouge. Et puis enfin, Ironman s'efforce de fermer autant de routes que possible et prend soin de vous avec un niveau de sécurité médicale au plus haut. Le staff fait un boulot de dingue et chaque micro-détail est calculé pour une expérience qui vous marquera à vie. C'est promis. Alors, préparez-vous à relever le défi avec Ironman France en 2024. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre course et à rejoindre la grande communauté des triathlètes qui seront venus à bout d'un Ironman ou d'un Ironman 70.3. Alors, vous l'aurez compris, cet épisode est sponsorisé par Ironman. Si comme Olivier et moi, vous avez déjà pris le départ d'une telle course, eh bien n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire, à venir en parler sur les réseaux sociaux. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien profitez justement de 2024 en France pour prendre le départ de votre premier Ironman. Allez, je vous laisse désormais avec l'épisode du jour. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, eh bien encore une fois, Olivier n'est pas à côté de moi, il attend une très bonne nouvelle, mais il reviendra très prochainement, je vous le promets. Mais cependant, j'ai quand même un invité qu'on va appeler par son petit pseudo, Monsieur JB Tri. Comment vas-tu, JB ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va si on t'appelle JB plutôt que de donner ton nom et ton prénom ? Ouais, non, franchement, clairement, je préfère JB. Ça sonne toujours un peu bizarre, JB Tri. C'est vraiment, ça me donne l'impression d'être un truc digital, pas humain. Ouais, mais alors le truc pas humain, j'y crois pas. Par contre, le truc digital, t'es quand même un sacré influenceur sur les réseaux pour parler de triathlon. Ouais, enfin, dans le monde du triathlon, j'ai l'impression que ça a une certaine ampleur. Mais après, quand tu regardes les chiffres, c'est quand même très modeste en vrai par rapport à tout ce qui se fait dans l'influence, dans le marketing d'influence, dans les créateurs de contenu. Là, au moment où on discute, il y a 28 000 abonnés sur Instagram, donc c'est vraiment, c'est rien, tu vois, à l'échelle des influenceurs. Moi, je suis beaucoup de comptes de gens qui sont assez, qui sont encore modestes, tu vois, dans l'ampleur de la com qu'ils ont et qui ont genre 150 000 abonnés. Il y a plein de comptes à des millions d'abonnés. Nous, on est 28 000, donc faut relativiser tout ça quand même, quoi. Ouais, écoute, en toute sincérité, c'est déjà plus que le nombre d'abonnés qu'on a sur le compte du podcast, mais parce que les gens nous écoutent plus en audio qu'ils nous regardent. Et de toute façon, on n'a pas forcément grand-chose à raconter en images ou en vidéo. Pour l'instant, le jour où on ira se faire un truc avec nos invités ou avec Olivier, très certainement. Mais là, on reste sur de l'image statique. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'attire pas trop les foules. Après, les podcasts, c'est un milieu hyper particulier. Mais je pense que pour
mine de rien, il y a quand même toute une dimension de stratégie de contenu quand tu veux acquérir des abonnés, etc. Donc, c'est presque un métier à part entière. C'est pas pareil que faire des podcasts. Mais voilà, ça viendra si vous en avez envie, j'imagine. Pour rester là-dessus 2 minutes, c'est vrai qu'on est quand même très fiers de ce qu'on a fait parce qu'on a un certain nombre d'auditeurs et d'auditeurs récurrents qui croient de jour en jour et tout ça sans faire justement aucune communication. C'est que de l'organique. Tu parlais juste de la stratégie de communication pour pouvoir être créateur de contenu, pour pouvoir éventuellement devenir influenceur. C'est quelque chose dans lequel on ne s'est pas lancé. On enregistre avec des invités inspirants, on diffuse nos podcasts. De temps en temps, on communique un petit peu sur l'invité qu'on a reçu, mais c'est tout. Donc je trouve qu'en croissance organique, on est quand même très très bon. Mais bon, on n'est pas là pour parler du podcast, on est plutôt là pour faire un épisode de podcast et pour parler de notre invité. Et tu le sais, donc dis-nous tout. Qui est JB Tri ? Qui est JB Tri ? J'ai 29 ans. De manière générale, dans la vie, je suis un passionné, ambitieux et nouvellement triathlète, quoi. Et le triathlon, je l'aborde aujourd'hui avec ces deux traits-là, quoi. La passion et l'ambition. Et ça mène à faire plein de trucs autour de ça aujourd'hui, quoi. Bon, c'est trop court pour moi, c'est trop court. Il me faut la version longue, il me faut pas le post Insta, il me faut le post LinkedIn avec 1500 mots, tu sais. Ok, alors, donc je suis JB, j'ai 29 ans. J'ai fait des études de business, donc j'ai un master de marketing digital. Et après ça, à la fin de mes études, j'ai eu la phobie de prendre un job. C'était vraiment un truc qui m'a beaucoup effrayé après avoir eu des expériences en stage, en alternance, etc. Je me suis dit que c'était vraiment tout ce que je voulais éviter. Après avoir passé quelques temps dans une agence de pub parisienne, je pensais que c'était mon rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout ce qui me faisait peur une fois que j'étais dedans. Donc à la suite de ça, j'ai fait de la vidéo. Donc, j'ai été réalisateur, je suis toujours réalisateur vidéo. J'ai une boîte de production vidéo avec un associé, etc. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de me lancer un défi, tu vois, comme certains s'inscrivent à un marathon, crise de la trentaine. Pour le défi, moi j'ai choisi un truc qui m'impressionnait beaucoup, c'était les Alpha Ironman. Et de base, c'était vraiment pour le défi. Et en fait, je me suis entraîné j'ai complètement plongé dedans, je me suis passionné pour ça. Et aujourd'hui, j'essaie d'aller le plus loin possible dans ce sport, dans le triathlon et dans le triathlon longue distance, quoi. Voilà la version déjà un peu plus longue. Ouais, il manquait les hashtags pour le post LinkedIn, mais bon, c'est pas grave. On va les mettre au fur et à mesure de l'enregistrement. Ouais, tu comprendras. J'essaye d'être un petit peu, de détendre un peu l'atmosphère, d'être un peu cool. Mais comme le digital, c'est pas une chose que je maîtrise trop, donc on va rester sur nos domaines de compétences et on va rester sur le triathlon, par exemple. Donc tu nous dis 29 ans, tu t'es lancé un défi il y a quelques temps, c'était de découvrir le triathlon et puis de te lancer sur un Ironman 70.3, donc un Half Ironman. Est-ce que tu as pratiqué du sport avant ? C'était quoi le sport avant pour toi, avant de se lancer ce défi souvent, l'Ironman, c'est quoi ? C'est le défi que tu lances avec des copains à la terrasse d'un café, après un bon café ou une bonne bière, ou là, c'était quelque chose de beaucoup plus réfléchi ? Alors là, t'as posé deux questions. Alors pour le défi... Ouais, tu verras, c'est ma spécialité. Pour le défi, non, j'ai pris la décision de m'inscrire à un Half. J'étais face à un mur avec mon ordinateur dans une agence de pub à Paris. Je faisais des trucs sur les réseaux pour ma boîte, quoi, et j'avais vu passer l'after movie de Marbella, du Half de Marbella. Et en vrai, j'ai réfléchi quelques minutes et je pense en 5-10 minutes, j'ai cliqué sur le bouton m'inscrire, quoi, en me disant la course elle est dans longtemps, ça devait être 1 an après, quelque chose comme ça. J'ai le temps de m'entraîner, on verra bien, mais au moins j'ai cliqué et je peux pas revenir en arrière, quoi. Effectivement, après, j'ai pris une bière avec des copains, je leur ai dit, et tout le monde, ça paraissait un peu fou pour tout le monde, quoi. Mais ouais, voilà, ça s'est passé comme ça pour le défi. C'était un peu à la fois une sorte de ras-le-bol et une période où je me cherchais et j'avais besoin d'un défi, de me dépasser, de faire autre chose que ce que je faisais à l'époque, et voilà, quoi. Mais non, c'était pas du tout réfléchi. C'était vraiment pas réfléchi du tout, et je me rendais vraiment pas compte de tout ce que ça allait engendrer pour la suite, quoi. On va revenir là-dessus justement. Quand tu disais que du coup tu as cliqué, tu t'es inscrit, après tu as pris des bières avec des potes pour leur expliquer, ils t'ont dit que c'était un truc de fou. Est-ce que ça a été toi l'instigateur d'emmener tes potes dans ce genre de défi aussi, ou eux ils sont restés au café et il n'y a que toi qui es parti t'entraîner ? Non, non. Eux ils n'ont pas du tout suivi. Ils sont toujours assez fêtards
et moi je suis très content qu'ils le soient toujours et ils me soutiennent beaucoup dans tout ça. Mais non, je les ai pas. J'ai même pas essayé de les embarquer là-dedans. Parce qu'en fait, une fois que tu t'embarques là-dedans, tu te rends compte de tout ce que ça implique sur ta vie perso. Et j'ai même pas envie d'essayer de convaincre qui que ce soit d'aller là-dedans et de faire tous ces sacrifices et de changer sa vie pour faire des courses. Ou voilà quoi. S'ils ont pas envie, qu'ils sont pas passionnés, j'ai pas envie de les forcer. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de leur vendre un truc en fait quoi. Donc non, j'ai même pas essayé. Bon, alors il va falloir que tu m'expliques après pourquoi cette présence digitale, on en parlait tout à l'heure, qui croît de jour en jour, si c'est justement pour pas inciter les gens, pour pas évangéliser sur le triathlon, ce qui est un peu ce qu'on fait nous chez Devenir Triathlète. Juste avant, je voudrais quand même qu'on reste un petit peu sur ce jour où tu cliques, tu t'inscris. Au-delà du ras-le-bol, du je me cherche, du je suis dans une agence de pub et puis je sais pas trop ce que je fais et puis je vois passer justement une pub qui m'intéresse. Normalement, les mecs de pub se font pas avoir par la pub. Mais là, toi, c'est pas tellement la pub qui t'a eu, c'est plutôt, je sais pas, cette envie d'autre chose, cette envie d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait autre chose qui vraiment t'a poussé à cliquer sur ce lien et à t'inscrire pour te dire, allez, dans un an, je serai à cette course-là? Franchement, la raison principale, c'est que j'avais envie d'accomplir des choses avant d'être trop vieux. Tu vois, c'était ma vision dans ma tête. Je me disais, putain, je commence à avoir 28, 29 ans. Bientôt, accomplir des trucs physiques, ça va être compliqué. Et je me suis dit... Et là, tu vas me balancer, je voulais faire un truc avant les 30 ans, et tu parles à un vieux quand même, je te signale. Hein. Non, mais après, tu vois, tout ça, maintenant, c'est mis en perspective et tout. Même vraiment, tu vois. Parce que je connaissais rien, en fait, au sport d'endurance et j'avais aucune idée de ce que tu peux faire, de ce que tu pouvais faire à quel âge, etc. Et pour moi, je me disais, voilà, je commence à vieillir, etc. Et je pense de manière générale, tu vois, je pense que c'est un truc assez commun, mais j'ai un peu une anxiété de la vie passe vite, on vieillit vite, faut vite profiter, etc. Et j'étais un peu dans ce mood-là. Et voilà quoi. Après, je sais pas si c'était le cas, mais ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure, à laquelle j'ai pas encore répondu, quand tu me demandais quel sport j'avais fait. Moi j'ai grandi en faisant du rugby à haut niveau, donc en gros de 5 ans à 20 ans, j'ai joué à Bordeaux-Bègles et du coup j'avais ce petit papier sportif de haut niveau qui, aujourd'hui je le réutilise beaucoup parce que après avoir découvert le sport d'endurance, je suis pas sûr que c'était du haut niveau ce que je faisais à l'époque, mais du coup j'étais un petit peu, toi j'ai grandi avec cette envie de me dépasser dans le sport, d'accomplir des choses, de m'entraîner, un esprit de compétition, etc. Et entre mes 20 ans et mes 28 ans, du coup, période des études, etc., j'avais arrêté le rugby, j'étais passé totalement à autre chose, sans aucun regret. Et je pensais que ça me manquait pas, tu vois, ce truc-là de s'entraîner, de travailler, de se dépasser. Et en fait... je me suis dit pourquoi pas retenter un projet sportif, voir ce que ça donne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une case qui me manquait pour mon épanouissement personnel, quoi. Donc je pense que c'est aussi un élément, mine de rien, un genre de névrose que je traîne et qui m'a poussé à repartir à fond dans un sport, quoi. Bon, après, c'est vrai que ce sont deux sports qui peuvent être complémentaires, mais qui sont complètement différents, le rugby et le triathlon. Alors déjà, le triathlon, surtout dès que tu dépasses le courte distance, tu es vraiment sur un sport individuel. Hein, on le rappelle, en compétition, c'est interdit de drafter, que ce soit en vélo et en course à pied entre hommes et femmes. Et puis, à l'entraînement, tu peux t'entraîner avec des potes, mais ça reste quand même très individuel. Ça demande un certain niveau d'entraînement que souvent tu finis par pratiquer seul parce que les créneaux des clubs sont pas suffisants pour pouvoir progresser et c'est assez rare de trouver des créneaux communs avec des personnes de ton entourage. Bref. Et puis le rugby, donc c'est sport collectif, sport d'intensité, ce que tu mets un petit peu moins dans le triathlon, d'endurance en tout cas, dans le triathlon longue distance. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, c'est que cette névrose du j'ai laissé le sport de côté, finalement cette névrose qui t'a rattrapé parce qu'à un moment tu as eu envie. Mais pourquoi le triathlon en fait ? Tu aurais pu te remettre au rugby, tu aurais pu faire un autre sport collectif, tu aurais pu faire du foot, du hand, du volley, du basket, d'athlétisme, de l'haltérophilie, du ski, du snowboard, j'en sais rien. Pourquoi le triathlon ? Pour deux raisons, franchement, c'était même pas le triathlon, tu vois, c'était vraiment le half ou l'Ironman
que moi je percevais comme un truc surhumain, tu vois. Je me disais, mais c'est des fous, enfin, genre, comment tu peux faire ça, quoi? Comment tu peux enchaîner ces 3 disciplines, faire 4, 5, 6 heures d'effort pour les Ironman 10, 12 heures, enfin, genre, ça me paraissait fou, quoi. Et je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un tempérament à vouloir des choses un peu ambitieuses ou quoi, et du coup ça me paraissait un truc hyper dur à faire, et je me dis ça serait fou que j'arrive à faire ça, quoi. Et à côté de ça, voilà, bah moi j'ai mon père qui faisait du triathlon aussi, et du coup c'était un moyen, tu vois, de schéma classique, hein, de se rapprocher du daron en faisant le même sport que lui, et voilà, quoi, c'était un peu les 2 éléments. Mais je pense que l'élément central, c'était surtout la perception de ce truc-là qui me paraissait vraiment, vraiment dur, quoi. Et qui n'était pas si erroné que ça non plus, quoi. Ouais, bah tu vois, ça y est, on y arrive quand même, hein. Le papa qui avait déjà instillé la graine, qui t'a initié sans même que tu t'en rendes compte, et puis au fur et à mesure des années, j'imagine, de sa pratique, tu as fini par te dire, tiens, ça a l'air d'être des grands tarés. Puis Ironman, quand il y a Ironman dans le long, que ce soit half ou full, c'est des fous, donc pourquoi pas. Je comprends mieux maintenant. Et du coup, ton dévolu s'est jeté sur quelle course? Quelle a été la première course que tu t'es dit, ce sera ça mon défi? La première course, c'était le half de Marbella, donc en Espagne. Et pourquoi j'ai choisi? Je pense que c'était vraiment la vidéo que j'avais vue, quoi. J'avais vu la vidéo du half de Marbella, comme je te disais, j'ai pas réfléchi. J'ai cliqué dessus, et puis en plus, à l'époque, je pense que j'ai même pas regardé d'autres courses, mais dans ma tête, je me disais, bon, je vais en Espagne, il va faire beau, ça va être cool, on va faire une belle course, et voilà, quoi. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de réflexion derrière ça. Mais du coup, ouais, c'était le half de Marbella, une super course. Nage dans la mer, 1500 mètres de dénivelé à vélo sur des routes magnifiques. C'est vraiment des 2 fois 2 voies en pleine montagne. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et une course à pied plat au bord de la mer. Donc c'était un bon choix. C'est une super course. T'avais vu la vidéo parce que ça traînait sur YouTube et puis t'es tombé dessus, ou parce que dans l'agence pour laquelle tu travaillais à Paris, vous travaillez, c'était un de vos clients? Non, c'est vraiment une pub qui est passée et puis clac, t'as cliqué, quoi. Ouais, enfin c'était même pas une pub, c'était l'after movie de la course, tu sais. Enfin, c'était sur Facebook, je me souviens, enfin voilà. Vraiment, il y a aucun lien, hein. C'est tombé sous mes yeux, j'ai cliqué, j'ai regardé l'after movie, je trouvais ça fou, et puis je me suis inscrit, quoi. J'avais aucun lien avec ça, vraiment. Tu cliques, tu te lances dans le défi. Comment est-ce que se passent les jours d'après? Parce que mine de rien, t'as jamais fait de triathlon, t'as fait du rugby, mais on est sur un autre sport, on est sur d'autres filières. Ça fait presque 10 ans que tu pratiques plus, alors peut-être que tu continues à t'entraîner un peu. En tout cas, t'as pas le physique d'un mec qui s'est laissé aller pendant 10 ans. Donc, les jours d'après, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu structures? Comment est-ce que tu te dis, je vais arriver là, comme ça, en forme, et je vais m'éclater sur cette course? Mais après l'inscription, je l'ai mis de côté complètement. Enfin, je me suis dit que j'avais largement le temps. Donc voilà, j'en ai rigolé avec les copains, et puis voilà, c'était dans un coin de ma tête. En gros, on était en fin août, septembre, quelque chose comme ça. Et je l'ai mis de côté, vraiment, j'y pensais pas. Et en fait, après, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Donc si tu veux, en fait, la course, elle a été repoussée de 2 ans. Donc pendant 2 ans, moi, j'ai rien fait. J'ai fait des... C'est loin, tu vois, je me disais, la course, elle est loin. En fait, ça a été repoussé 1 année, et après, on avait possibilité d'encore repousser par choix ou quelque chose comme ça. Mais bref, le résultat, c'est que ça a été repoussé de 2 ans. Et moi, j'ai rien fait. Je faisais, à ce moment-là, moi, je faisais des footings vraiment pour garder un minimum de forme, pouvoir manger comme je voulais. Enfin, tu vois, entretien normal. Je courais, je sais pas, 2 fois par semaine, peut-être 2-3 fois par semaine, footing, quoi. Et en fait, c'est vraiment 5 mois avant la course, donc nouvel an 2022, quoi, où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a 3 ans ou il y a 2 ans et demi, je m'étais inscrit pour cette course-là. Là, j'ai plus le choix, quoi. Donc, je m'étais acheté un vélo, quand même, un vélo de route d'occasion. Et là, direct, je me suis dit, j'ai commencé à me renseigner, je regardais des vidéos YouTube type Iron Newman, Running Addict, tu vois, c'est les grands classiques, quoi. Et je pense que c'est des chaînes où il y a des super conseils, quoi. Donc j'ai intégré assez vite
le fait de m'entraîner pas mal à basse intensité. Donc je crois pas que j'ai eu beaucoup de blessures, mais en fait à partir de janvier, 1er janvier, je me suis dit ok, je m'entraîne tous les jours. Et du coup en totale autonomie, dans l'idée je pense que je faisais 2 footings et une autre séance où je faisais approximativement des 30-30, mais sans trop savoir ce que je faisais en vrai. Et puis j'essayais d'aller nager, mais pareil, j'allais à la piscine aux horaires publics, c'était compliqué. Je crois que j'essayais de nager 1000-1200 mètres, quelque chose comme ça. Voilà comment je me suis entraîné. Et je sortais voilà, deux fois par semaine en vélo, je pense. Des petites sorties de, franchement, 40-50 km peut-être. Genre, avant la course, j'avais jamais fait 90 km de vélo, quoi. Si tu veux rajouter dans tes conseils, n'avoir jamais fait la distance de la course, ça marche pour le marathon. C'est très rare qu'à l'entraînement, on court un marathon pour se préparer sur un marathon. Par contre, en général, dans le vélo et dans la natation, il faut quand même les encaisser. Hein. Ouais, clairement. Quand je vois les volumes, notamment de natation quoi, que je fais aujourd'hui, quand tu fais un entraînement où tu fais 3, 4, 5 km, la course, elle en fait 1900. Enfin, mais bon, en soi, l'objectif, c'était juste de terminer, tu vois. Donc bon, ça a fonctionné. Donc ça, c'est 2022. Donc on a compris, tu t'inscris en septembre 2020, avant le 2e confinement en France. Et après, finalement, tu fais la course en 2022. Donc ouais, 2 ans, facile pour te préparer. T'as senti la pression qui montait quand même tu nous as dit à partir du 1er janvier 2022, tu t'es dit là, j'ai plus le choix, je peux plus reporter, il va falloir que je le fasse. Est-ce que chaque jour qui passait, chaque jour où tu t'entraînais, tu sentais la pression monter ou au contraire, tu avais l'impression que c'était une pression positive? Tu vois ce que je veux dire? C'est dur à dire. Je t'avoue que le souvenir est pas précis là-dessus. Je pense que c'était plutôt une pression positive parce que j'étais assez excité parce qu'en fait j'ai vu c'est la première fois que je voyais des progrès sportifs assez concrets, tu vois. C'est aussi ça qui m'a passionné dans ce sport-là, c'est que en fait on a des données, on a les montres, enfin tu vois, t'enregistres tes sorties, etc. Et finalement tu vois assez bien ton niveau de performance et en fait j'ai trouvé ça hyper satisfaisant de voir s'enchaîner des séances qui n'étaient pas forcément très dures, tu vois, avec beaucoup de basse intensité, etc. Et de voir les progrès au fur et à mesure et assez rapidement. Et du coup, en fait, voir ces progrès-là et voir que j'avançais dans mon objectif, en fait, ça me motivait beaucoup. Et en fait, j'étais déjà content de ce qui se passait, quoi. J'avais pas de pression négative. La pression, je pense que je l'ai eue à un moment donné où j'ai eu une très mauvaise idée. C'est que je me suis dit que j'allais faire un triathlon S pour tester, pour voir si ça fonctionne bien. Je me disais, bon, ok, triathlon S, c'est court, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus court que ce que je vais faire à Marbella, donc voilà. Et je l'ai fait quand? Je l'ai fait un mois avant, en avril, je crois. Et en fait, triathlon S, mass start. Donc mass start, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le monde part en même temps en natation. Donc t'as pas la place pour nager. Tu peux pas mettre un bras quelque part sans toucher un corps. On te pousse, on te met des coups, on te coule. Moi en plus, je m'étais dit que j'allais partir plus tôt devant pour pas prendre trop de retard. Donc je me suis fait écraser, je me suis fait rouler dessus. Le cardio à 10 000. Je sors de l'eau, je suis oxy, je pars à vélo, je récupère pas mon cardio, je suis mort. Enfin, en fait, je commence à récupérer une fois que la course est terminée, après la course à pied. Et là, je me dis, mais comment je vais faire 4 fois cette distance sur un half? C'est pas possible, quoi. Donc là, j'ai eu un coup de stress, j'ai eu une montée de stress. Et puis voilà. Mais en fait, après, j'avais un voyage de prévu pendant 3 semaines, j'allais voir un copain au Mexique, etc. Donc bon, c'était pas une préparation idéale dans tous les cas. Punaise, la super prépa. Alors, effectivement, à 1 mois du départ, toi, tu crames tous tes influx nerveux parce que tu pars sur un S. En plus, là-dessus, tu l'as dit, c'est la guerre. Et puis, en plus, tout le monde est à fond. Donc, soit tu y vas tranquille à ton rythme 70-3 et dans ce cas-là, tu finis pas très, très loin des derniers. Soit tu essayes de suivre et puis tu
de toute façon, tu suis pas parce que c'est pas le type d'entraînement que t'as fait, et tu finis encore plus déprimé, quoi. Donc toi, t'as choisi cette option-là. Mais je le savais pas, tu vois. Et en fait, dans la perception des gens qui connaissent pas, des débutants, on peut se dire un S, un XS, c'est plus facile, c'est plus accessible. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est juste que tu souffres beaucoup plus sur courte distance que sur longue distance. Enfin, c'est pas du tout le même effort, quoi. Donc ouais, c'était très violent, quoi. Même aujourd'hui, je pense, j'avais fait un S en équipe cette année là, mais je pense qu'aujourd'hui, si je me lance dans un S, j'aurais l'impression, j'aurais assez peur en vrai par rapport au format half où il y a des rolling start, etc. Ouais. Et sur ton premier S, du coup, avec drafting autorisé, est-ce que c'était une course avec drafting autorisé ? Non, je crois pas, parce qu'il me semble me souvenir qu'il y avait des arbitres en moto. Ouais. Non, c'était pas sans drafting. Ouais. Bon, t'as eu la chance quand même, parce que t'aurais pu tomber en plus sur une course avec drafting. Et alors là, je peux te dire, quand t'as pas l'habitude de rouler, te retrouver au milieu d'un peloton avec les mecs qui frottent, et puis t'entends « Ouais, gardez vos lignes, ouais, dégage, pousse-toi, va devant, prends le relais !» C'est un truc de malade. T'aurais une bonne pression. Ouais, punaise, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, j'ai jamais fait en plus de course avec drafting comme ça. Mais même aujourd'hui, là, je serais pas du tout serein. C'est sûr que je serais complètement stressé. Ouais. J'imagine. Peut-être, je peux peut-être t'encourager de le faire juste pour le fun, tu vois. Tu prends une petite course de campagne où c'est drafting autorisé. Alors, c'est pas du tout dénigrant pour les courses de campagne, au contraire. Mais justement, il y a peut-être un peu moins de niveau, et du coup, ça te permet peut-être de voir à quoi ça ressemble et de te faire la main. Vas-y, franchement, tu vas t'amuser. Et puis, tu peux le faire sur un court distance. Tu vois, l'intensité est déjà un peu moins élevée sur le format M, donc courte distance ou aussi distance olympique. Ces trois noms sont les mêmes. Et ça te permettra peut-être de voir à quoi ça ressemble, et puis de t'éclater. Et justement, pour revenir sur ce que tu disais, on peut penser à tort que le court c'est plus facile, mais non, justement c'est beaucoup plus intensif, il y a beaucoup plus de techniques à maîtriser, notamment en vélo et notamment en natation. Et puis c'est finalement, quand tu regardes, alors je parle pas des ovnis qui ont 20, 22, 25 ans comme notre franco-français un peu anglais Sam Laidlaw qui gagne les championnats du monde Ironman, mais sinon de manière générale quand même il y a souvent d'anciens triathlètes de courte distance qui, quand ils arrêtent leur carrière, ils passent sur du long ou sur du très long. Ça veut quand même bien, c'est quand même bien une façon de démontrer aussi qu'il y a moins d'intensité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est couru moins vite ou qu'il y a moins de mérite. Et c'est un autre sport. Je pense vraiment dans le triathlon, on a cette chance d'avoir plusieurs sports dans un même sport. Donc toi, tu veux que je réagisse à ça ? Non, tu peux réagir. Vas-y, hein, dis-nous ce que tu en penses. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais c'est aussi lié, tu vois, aux caractéristiques du corps humain qui évoluent avec la durée et le rythme cardiaque qui évolue. Et sur le court distance, tu as besoin de monter dans les tours, d'être hyper intense, d'être à fond sur les fibres rapides, des trucs qu'au final, tu perds en tonicité avec l'âge, mine de rien, quoi. Mais par contre, tu gagnes d'autres caractéristiques plus endurantes. Et ouais, voilà, du coup, effectivement, c'est cool notamment pour des athlètes professionnels, de pouvoir se dire qu'ils peuvent avoir une vie d'athlète qui dure de 16 à 40 ans s'ils veulent, c'est cool, quoi. Enfin, c'est intéressant dans tous les cas pour tout le monde. Mais tu vois, ça aurait peut-être été différent si finalement tu t'étais mis au triathlon après ta carrière de rugbyman de haut niveau. Parce que là, l'intensité, l'explosivité, tu l'avais. Alors, il aurait peut-être fallu t'adapter sur la partie natation, sur la partie, tu vois, sur la maîtrise des trois disciplines du triathlon. Mais par contre, toute la partie explosivité, notamment pour du triathlon court jusqu'aux courtes distances, tu l'avais. Ouais, alors, vraiment, pour moi, les caractéristiques athlétiques, elles ont vraiment rien à voir, quoi. Moi, j'étais à un poste qui est censé être le poste où tu cours le plus. J'étais ailier. Mais je faisais 10 kilos de plus et j'aurais pas pu, je m'imagine pas du tout, j'étais lourd, quoi, tu vois, j'étais capable de sprinter, mais il y avait toute une dimension de combat, de choc physique, des choses qui n'ont rien à voir avec le triathlon et la course à pied, tu vois. Ouais, hein, puis même, honnêtement, pour moi, ça n'a rien à voir. Même la natation, l'apprentissage de la natation, toute la technique qu'il y a autour de ça, j'ai du mal à me dire que la pratique du rugby peut être bénéfique pour le triathlon, si ce n'est par
le côté compétition et le goût pour le sport et le goût pour le dépassement de soi, parce qu'on retrouve dans quel que soit le sport que tu fais, tu travailles ces atouts-là, mais sur le plan athlétique, faudrait que j'y réfléchisse, hein, mais a priori, j'ai pas des liens très limpides entre triathlon et rugby. Non, attention, je disais pas que le rugby pouvait être bénéfique. Je parlais juste du fait que sur toute la partie intensité, haute intensité, fibres rapides, etc., tout ça t'avais. Ton corps était habitué à ça. Alors, ok, tu faisais 10 kilos de plus, ok, tu étais beaucoup plus musculeux, mais la transition, au-delà d'apprendre les disciplines, d'apprendre la maîtrise de la natation, du vélo et de la course à pied, peut-être que ça aurait été différent. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, j'en sais rien. Tu vois, c'est que on le saura jamais. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je sais pas. Je saurais pas te dire. Après, vu que j'ai vraiment attaqué le triathlon avec le long, tu vois, je me rends même pas vraiment compte de ce que c'est d'être bon en courte distance en fait. Moi, j'ai fait pas mal de M, mais les S, j'en ai fait qu'un pour tester, donc je me rends pas vraiment compte non plus de ce qui est nécessaire pour être performant sur S aujourd'hui, tu vois. Bon, de toute façon, on laisse tomber, c'est mort. On a passé l'âge. Hein. On a plus 20 ans, donc on pourra plus performer. Bon, donc ton premier S, à un mois de ton objectif, de ton premier 73. Après 3 semaines de vacances, donc là tu fais de l'affûtage, hein, c'est la phase de tapering. Tu fais rien, j'imagine, sauf peut-être du lever de coude. Non, ça va. Ça, j'avais quand même intégré qu'il fallait éviter tout ce qui était alcool et tout, et j'avais quand même commencé à prendre une bonne hygiène de vie, plus ou moins, mais plus ou moins, parce que j'avais quand même, faut un temps d'adaptation quand même, mais bon, après j'étais au Mexique, il faisait hyper chaud, tu vois, la nourriture c'était compliqué, enfin tout était compliqué pour s'entraîner, donc j'essayais juste de pas trop perdre en niveau, mais il y a quelques temps j'avais regardé mes courbes je sais plus ce que c'était sur Strava, Garmin, des trucs de VO2 max où je vois qu'il y a un pic vers le bas monstrueux juste avant la course. mais bon, d'un côté, c'est un truc qu'aujourd'hui avec le recul je valorise. Je m'étais aéré l'esprit et j'étais frais mentalement en fait, tu vois, pour cette course-là, et j'avais juste envie de la faire, de m'amuser et de kiffer. Donc je pense que ça a aussi joué dans le bon sens, quoi. Mais oui, c'est sûr que sur le plan purement sportif, c'était pas une bonne prépa, quoi. Bon, après, quand tu fais plusieurs mois de prépa, c'est pas les 2-3 dernières semaines qui vont te mettre dedans. Et c'est bien pour ça que les deux dernières semaines en général, surtout quand on est sur des objectifs longs, on est dans une phase d'affûtage, de tapering, pour faire du jus, pour laisser le corps aussi récupérer de la préparation et être frais le jour du départ. Et puis tu l'as dit, il y a un truc important que tu as dit, c'est l'aspect mental. Tu étais prêt mentalement, tu étais prêt physiquement, peut-être un petit peu moins, une légère décroissance sur les derniers jours, mais par contre mentalement tu étais prêt, tu étais requinqué, tu étais frais, tu avais été t'aérer la tête, tu avais laissé le boulot de côté, tu avais laissé l'entraînement de côté, et tu étais parti voir un pote et tu étais dans les bonnes conditions pour prendre le départ. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à tout le monde et que tu appliques toujours maintenant avant une course ? Alors, c'est pas quelque chose que j'applique avant les courses, vraiment, parce qu'aujourd'hui je suis tellement obsédé par la course que j'essaie d'être le plus sérieux possible, etc. Par contre, moi j'aime bien essayer d'être, bien dans mes bottes, d'avoir le moral, que tout aille bien avant une course, d'être reposé, parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas quand même pas mal souffrir sur une course longue et que ça touche toujours le moral en fait. Donc j'ai l'impression que j'essaye de remplir les réservoirs au maximum et d'être le plus frais possible, y compris mentalement, pour que dans la course, en fait, je sois capable d'aller taper là où ça fait mal et le plus loin possible et le plus facilement possible, entre guillemets, tu vois. Parce que si j'aborde une course où je suis pas bien dans ma tête de base, tu sais très bien qu'au bout de 3 heures d'effort, quand tu arrives sur la course à pied et que déjà ton cerveau il te demande d'arrêter ton effort, si toi t'as pas le moral pour te dire que ça te fait kiffer de faire ça et que tu as envie d'aller pousser et de dépasser tes limites, c'est plus compliqué, quoi. Donc ouais, je le vois un peu comme ça, essayer de remplir le réservoir
de kiff avant de souffrir sur la course, quoi. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette première course, sans tout faire en détail, mais comment tu te présentes le jour J, combien de temps, comment tu prépares tes affaires? Toi qui étais super expérimenté, c'était ta 25e course, tu en avais déjà fait plein, tu avais suivi tous les conseils des plus grands pros. Donc, comment tu arrives le jour J? Comment se passe le départ? Comment se passe la course? Comment se passe l'arrivée? Alors justement, par rapport aux conseils, tu vois, alors c'est sûr que j'avais pas d'expérience, mais effectivement, tu vois, les vidéos YouTube que j'ai trouvées sont hyper ont beaucoup de valeur en fait, quoi. Parce que notamment, en fait, justement, Iron Newman, en fait, il avait fait Marbella. Donc la même course que je faisais. Donc en fait, il avait fait un vlog où il préparait ses affaires, il allait repérer. Enfin, tu vois, il avait vlogué sur exactement ce que j'allais faire. Et du coup, ça m'a donné un peu de sérénité à me dire, ok, donc j'arrive là, t'arrives 2 jours avant la course, tu prépares tes affaires. Et puis en fait, vu que c'était la première fois, ma première course, t'es hyper minutieux en fait. Tu vérifies tout 3 fois. J'avais des checklists où je vérifiais tout. J'allais chercher des checklists sur internet en me disant est-ce que j'ai pas oublié de mettre un truc dans ma checklist à moi. Donc en fait tout était carré. Je pense que j'étais arrivé 2 jours avant. Là-dessus, je te félicite pas, hein, parce que tu aurais pu acheter le livre Devenir triathlète et puis j'ai mis une checklist dedans. Mais bon, je note. Je découvrais ce monde. Je connaissais pas tout encore. Et j'arrive 2 jours avant, du coup, classique, hein, t'arrives 2 jours avant, tu vas chercher ton inscription, tes sacs, les sacs de transition. Tu fais ton petit tour de vélo pour vérifier que le vélo est en état. Moi, j'avais mis des tubeless à l'époque. C'est la dernière fois que j'ai mis des tubeless parce que je le maîtrise pas en fait. J'étais arrivé, mes pneus ils claquaient plus, donc la veille de la course j'étais en panique parce que j'arrivais plus à claquer mes tubeless. Je devais aller aux ateliers Ironman, je devais porter mon vélo sur le dos parce que tu vois j'avais pas de voiture, etc. Enfin bref, une galère et du stress inutile. Donc en fait voilà, j'avais voulu tester du nouveau matériel jour de course, donc le classique qu'il faut pas faire. Et du coup, ça m'a rajouté plein de stress. Mais finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Je crois qu'ils m'avaient totalement changé le tape de la roue, du tubeless, quoi, pour me le remettre en place, quoi. Ils m'avaient réparé les roues. Mais bref, du stress, du coup, par rapport au matériel avant la course. Et puis voilà, les conseils que j'avais vus, pour manger du riz, du poulet, des choses que je fais toujours aujourd'hui, tu vois, éviter tout ce qui est sauce et tout ça. Et puis voilà, hein, le jour de la course, réveil 5 heures, tu te présentes, je te passe un petit peu tous les détails, mais tu te retrouves devant la ligne de départ à la natation, la musique à fond, ACDC, le speaker, là tu commences à voir le cardio qui monte. Là, tu commences à stresser, tu regardes à l'horizon, tu vois pas les bouées tellement elles sont loin et tu te dis mais comment je vais faire pour nager autour de ces bouées-là? Autour de toi, tu vois que des gens qui ont l'air ultra gainés, qui ont pas l'air marrants du tout. Donc tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Et puis voilà, en fait au bout d'un moment, t'entends le bip et il faut y aller, quoi. Et puis t'y vas. Et moi, mon objectif sur la natation, c'était vraiment de terminer. Donc j'étais vraiment en stress de terminer, donc j'ai nagé tout tranquillement. Et puis ça s'est super bien passé en fait, rien de très insurmontable. Une fois que tu as fait ta prépa natation, tu sais que tu peux enchaîner les longueurs. Finalement, c'est comme la course à pied, quand tu nages doucement, tu peux nager très longtemps. Donc voilà, ça s'est bien passé. Le vélo, j'avais un vélo de route, donc pas de vélo de contre-la-montre. C'est un parcours hyper avec beaucoup de dénivelé. Il y avait 1500 mètres, je crois. Je sais plus si c'était 1500 ou 1900, je crois que c'était 1500. Et au final, je pense que ça a joué en ma faveur, quoi, parce qu'il y avait tous les vélos de chrono et je doublais un petit peu tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je doublais des gens dans les côtes, tout en essayant d'avoir un rythme cardiaque assez bas. Donc ça s'est bien passé. Sur la fin du vélo, j'étais euphorique parce que je sais plus quel temps je voulais faire, mais je voulais passer en dessous d'une vitesse moyenne. Je crois que c'était 30 km/h, un truc comme ça. Et j'ai vu que j'étais pile à 30 km/h. Donc les 10 derniers kilomètres, j'encourageais les gens autour de moi et tout. Enfin, j'étais trop content. Et puis voilà, après je pars sur la course à pied. Il faisait chaud, je me suis arrêté à tous les ravitaillements. Tu vois, je marchais 20-30 secondes, je buvais, donc je perdais beaucoup de temps. Mais voilà, au final, j'ai terminé cette course en ayant un peu souffert,
mais j'étais trop content, quoi. Parce qu'en fait, le but à ce moment-là, c'était de terminer la course. Et en prenant le départ, je savais pas si j'y arriverais, en fait. Je savais pas si j'allais y arriver. Du coup, non, j'étais trop content, quoi. Et tout s'est plutôt bien passé, quoi. Aujourd'hui, avec un regard plus expérimenté, je me dirais, mais là, j'ai fait n'importe quoi à ce moment-là. Mais sur le moment, le rêve, c'était juste de terminer la course. Je la termine, je suis content et voilà, quoi. Bon, finalement, tu la termines pas si mal que ça parce que tu fais 5h18 au total, transition comprise, 22e dans ta catégorie d'âge. Écoute, pour une première fois, c'est pas mal. Ouais, mais je pense que vu que c'était post-Covid, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et tout, et c'est pour ça que le classement est sympa. Non, mais vraiment, parce que, enfin, je pense en que... toute humilité, c'est beau. Je pense vraiment, parce que tu vois, c'est pas possible. Enfin, quand je regarde, j'ai regardé il y a pas longtemps les temps, parce que je voulais faire un peu un comparatif d'évolution, et en vrai, je suis content de cette course, hein. Vraiment pour une première, très content, etc. Mais par rapport au classement, en vrai, j'ai rien fait d'exceptionnel. C'est qu'il n'y avait pas de concurrence. Il y avait peu de gens, je pense, parce que c'était vraiment sorti du Covid. C'était un peu le moment où on se demandait si c'était bien de quand même faire les événements, alors qu'il y avait encore un petit peu le Covid, etc. Donc il y avait quand même beaucoup moins de concurrence à ce moment-là. Mais oui, dans tous les cas, je suis très content de tout ça. J'ai pas du tout honte de quoi que ce soit là-dessus. C'était une très belle expérience. Ouais. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je te cite, quand tu es débutant, tu checkes tout plusieurs fois et tu avais des checklists et puis tu vérifiais tout. Alors moi, j'étais plus du tout débutant, notamment sur marathon. Et un jour, j'étais tellement pas débutant que j'ai pris tous mes gels préparés la veille pour la course du lendemain. Je suis arrivé, j'étais bien dans mon marathon. Tu vois, j'arrive au semi, je prends mon gel et je me rends compte que je me suis planté. C'était pas un gel, c'était de la crème solaire. Donc, du coup, la morale de tout ça. À quel moment tu t'en es rendu compte? La première gorgée. La morale de tout ça, c'est quand même que tu sois débutant ou pas, check et recheck encore avant le départ. Donc toi, ça va, pas trop d'erreurs, en tout cas pas d'erreurs sur la préparation. Tu nous disais qu'avec le recul, tu te rends compte que peut-être tu as fait des erreurs à tel ou tel endroit pendant la course. Mais déjà sur la course en elle-même, tu la termines, tu passes la ligne. Tu as souffert, mais pas trop, comme tu dis. Est-ce qu'au moment où tu passes la ligne, tu te dis, justement, j'ai pas assez souffert. Il faut que je remette ça, il faut que j'aille au bout de mes limites, il faut que j'aille plus loin, il me faut un autre truc et j'en veux plus. Oui, mais alors, ça, je me le dis à chaque course, en fait. Tu vois, ce truc-là, ça fait partie des choses que j'essaye de travailler, ce truc d'arriver à la fois à jauger la souffrance, en ayant en tête tes capacités physiques, en fait. Tu vois, est-ce que tu souffres mais tu vas pouvoir tenir, ou est-ce que tu souffres et tu as une crampe qui va se déclencher, ou tu vas faire une hypoglycémie, ou voilà. Et du coup, ce que je travaille en ce moment par rapport à ce sujet de la souffrance, c'est d'essayer d'aller chercher loin et le plus loin possible, tout en se disant c'est juste de la souffrance et c'est pas un truc où tu vas avoir une défaillance en fait physique qui va t'empêcher de terminer. Donc c'est ce truc là que je travaille et j'essaye à chaque fois de me dire j'aurais pu aller un peu plus loin en fait. Là je sprint sur les 500 derniers mètres, en fait j'aurais pu accélérer sur les 3 derniers kilomètres, enfin tu vois, ce genre de choses. Mais donc ça en fait je me le dis à chaque fois. Mais à ce moment là, toi t'as parlé du classement et c'est vrai qu'à ce moment là du coup j'ai aucun recul et je me dis effectivement tu m'as dit 22e par catégorie. Du coup, je me dis en fait, c'est peut-être un truc, c'est peut-être un sport dans lequel je peux être bon en fait quoi. Et tu vois, dans ma vie de manière générale, je fais toujours plein de projets. Je me laisse porter par des trucs qui me passionnent et tout. Et je mets toujours plein d'énergie dans plein de trucs. Et en fait, là, comme rarement, j'ai eu l'impression de me dire ça paye pas mal en fait. Genre, je me suis entraîné bien, mais ça paye pas mal et peut-être que c'est le truc qui me correspond, peut-être que je peux exploiter des choses là-dedans, je savais pas trop quoi en fait. Donc et je me souviens très bien en fait, je crois que j'étais en train de marcher pour retourner à mon appartement après l'arrivée et en fait je regardais sur Instagram des coachs et je cherchais un coach pour me coacher directement après. Je me disais j'avais en tête le truc des slots qualificatifs, championnat du monde, etc. Ça me paraissait impossible. Je me disais
sur un malentendu, pourquoi pas en fait. Si j'arrive à terminer une course avec seulement 4-5 mois d'entraînement, peut-être que allons voir si je suis capable d'atteindre un petit niveau dans le triathlon, quoi. Donc en fait, directement après, ça m'a motivé, j'ai eu envie d'attaquer les choses plus sérieusement, quoi, en gros. C'était un peu mon état d'esprit à la fin, quoi. Content et envie d'en faire plus, ouais, comme tu disais. Ouais. Et là, tu cherches des coachs, t'en trouves? En fait, étonnamment, vraiment, c'est comme je te raconte, je crois que j'étais allé sur Instagram, je tombe sur un compte qui s'appelle Aeroflow, que je connaissais parce qu'il faisait du contenu. C'est un gars j'étais allé faire des recherches au moment où je l'ai trouvé, il s'appelle Soli. Il est lui-même athlète, il avait fait 3e avec Aix-en-Provence au scratch l'année d'avant. Il entraîne sa copine qui s'appelle Anne-Sophie, qui est une championne, qui est au top, qui cette année a gagné le championnat du monde amateur, là en 2023, mais qui était déjà une super athlète comment dire, avec une progression exponentielle, quoi. Et du coup, voilà, je suis tombé sur leur compte, j'ai vu qu'il était coach, que lui-même avait des résultats, que sa copine qui l'entraînait avait des résultats. On s'est appelé, on s'est entendu et il m'a dit ok, let's go, on part ensemble, je t'entraîne et voilà, quoi. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai plein de choses à dire sur lui en tant qu'entraîneur, athlète et tout ce que tu veux, mais en tout cas, les débuts ils ont commencé comme ça, ouais. Bah vas-y, c'est le moment, hein. Je te tends le micro, c'est toi qui lead cette interview. Non, mais parce que moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que Soli, donc mon coach d'Aeroflow, tu vois, il commence à bosser avec moi à ce moment-là où moi j'ai terminé une course sans connaître rien à quoi que ce soit. J'avais juste compris la basse intensité, 80% du volume basse intensité, je me débrouillais comme je pouvais. Mais au final, j'y connaissais rien. Et en fait, je suis tombé par chance sur ce gars qui est à la fois passionné, qui est performant et qui est très pragmatique dans son approche des entraînements. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur parce que moi, comment dire, je peux m'enflammer, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire plein de choses. Et en fait, avoir un interlocuteur qui se soucie de ma performance et qui en même temps est pragmatique, donc que je peux croire dans ce qu'il me dit. Donc à ce moment-là, quand il me dit se qualifier pour le championnat du monde de half en groupe d'âge, c'est possible. En fait, moi, limite, je tombe de haut parce que je me dis, ah bon, d'accord, c'est possible. Et en fait, dans toute notre relation, ça a beaucoup de valeur pour moi parce que il me propose un entraînement hyper qualitatif, il prend en compte beaucoup de choses sur ma personne, sur le plan personnel, etc. Il y a des progrès énormes et en même temps, il est hyper fiable dans tout ce qu'il fait. Et voilà, quoi. Et puis après, il y a eu plein de péripéties personnelles, etc. Enfin, en fait, il m'a accompagné tout le long de cette aventure-là. Et sans cette rencontre-là, j'aurais jamais pu... je m'imagine mal avoir progressé de cette manière-là avec quelqu'un d'autre, je pense, quoi. Je pense que c'était vraiment la rencontre qu'il fallait au bon moment, quoi, sur le plan sportif et personnel. Bon, pour boucler là-dessus, après on passera à une autre frange de ta personnalité, toujours en restant dans le sport, mais quand il commence à t'entraîner, est-ce que tu vois la différence entre les, entre guillemets, conneries que tu faisais avant tout seul et maintenant un entraînement structuré, sachant que tu nous l'as dit, tu avais déjà un passé de sportif de haut niveau. Ok, tu étais rugbyman, ok, tu étais pris en charge, ok, tu avais un prep physique, un prep mental, un entraîneur, etc., etc. Mais la connaissance de toi, la connaissance de la physionomie, de la physiologie, de l'exercice, tu avais déjà ça quelque part dans ta première carrière de sportif de haut niveau. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu commences à travailler avec Soli? Est-ce que tu vois tout de suite la différence? Honnêtement et justement, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines avec des gars qui faisaient du rugby avec moi à l'époque, où je leur disais, mais les gars, je sais pas vous, mais moi, jusqu'à mes 20 ans, où on disait qu'on faisait du sport à haut niveau, je comprenais rien à ce que je faisais en fait, quoi. Enfin, on allait à l'entraînement pour s'amuser, pour jouer au ballon, pour essayer d'être bon sur le terrain. On faisait les exercices de musculation, on faisait ce qu'on nous disait de faire, mais
je comprenais, je cherchais même pas à comprendre en fait, tu vois, ce que je faisais, il y avait, enfin en tout cas pour moi à ce moment-là, après c'était il y a quand même quelques années, tu vois, peut-être que ça a évolué depuis, j'avais pas d'intellectuel autour de la pratique du sport, je comprenais pas ce qui se passait au niveau de notre corps cellulaire, enfin tu vois, même tout ce qui était alimentation, etc. J'avais aucune notion de tout ça vraiment. Et effectivement, j'en parlais avec des gars qui ont continué plus tard, du coup vraiment à haut niveau et tout. Et il me disait que c'était aussi arrivé un peu plus tard, quoi, l'encadrement avec des nutritionnistes, des formations pour comprendre comment évoluer le corps, les ressources énergétiques, enfin tout. Et en fait, du coup, moi, quand j'ai commencé l'entraînement avec Soli, c'est tout ce monde-là que j'ai découvert en fait, parce que je lui ai posé plein de questions il m'a appris aussi qu'est-ce qui se passait quand tu faisais des fractionnés, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on fait du tempo, pourquoi on fait de la basse intensité, et pourquoi il faut que je sorte 3 heures en vélo, et pourquoi je peux faire un footing de 40 minutes, pourquoi il faut une semaine de récup, pourquoi on fait des blocs de 3 semaines, et en fait, à chaque fois, je posais des questions et je me suis rendu compte que tout était calculé, qu'on pouvait observer tout ce qui se passait à l'intérieur de notre corps. C'était un peu une fenêtre en fait sur ce qui se passait dans notre corps, tous ces outils de cardio, de toutes ces estimations de VO2 max avec les montres, tous ces trucs-là. En fait, pour moi, ça a été un choc mental où je me suis dit mais waouh, en fait, on est vraiment une machine. Qu'on est capable d'entraîner et de faire progresser et ça a été une révélation pour moi en fait, tu vois. Et j'ai pris conscience de l'importance de tous les trucs qui alimentent notre machine, tu vois, le sommeil, la nutrition, même le repos mental, etc., quoi. Donc c'était vraiment ce truc-là de basculer de je suis un corps humain où je sais pas trop ce qui se passe à on est une sorte de machine très compliquée qu'on peut entraîner et qui va s'adapter à ce qu'on fait, quoi. En gros, c'était ça le déclic, quoi. Et lui, c'était un peu le chef d'orchestre j'étais sa marionnette, quoi, en fait, quoi. Enfin, je suis sa marionnette. Quand t'as un coach, c'est un peu ça, quoi. Il faut que tu fasses confiance à ton coach et c'est lui qui gère, quoi. Avec la nuance que tu as très bien faite en disant, lui, c'est le chef d'orchestre. Dans un orchestre, tu as le chef d'orchestre qui dirige tous les instruments et puis il y a les musiciens qui jouent, mais qui connaissent leur instrument, qui connaissent leur partition, etc. Et c'est là que Soli intervenait, justement, en chef d'orchestre, plus que dans ta première vie de sportif de haut niveau où, en gros, tu nous disais, t'étais un peu un mouton, tu suivais ce qu'on te disait de faire, tu allais jouer à la balle et puis on te disait tu fais ci, tu fais ça. Et en fait ce que ça évoquait chez moi quand tu racontais ça, qui est un monde que je connais un petit peu aussi, notamment pour faire d'autres interviews de sportifs de niveau sur un autre podcast que j'anime, ça n'excuse pas, mais ça peut permettre de comprendre certains sportifs et certaines sportives qui passent à l'acte du dopage. Parce que finalement, ils connaissent pas les tenants et les aboutissants. Peut-être même qu'ils savent pas que éthiquement, la petite pilule ou le petit truc que le coach te dit de prendre, c'est pas bon en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est un autre débat. Mais je pense que ça pourrait expliquer quelque part le fait que quand on est jeune sportif de haut niveau et qu'on n'a justement pas cette connaissance, cette compétence, alors ça peut venir soit de la curiosité, soit de l'intérêt du sportif, soit même finalement du staff qui gravite autour de toi, qui ne t'initie pas à toutes ces choses-là. Ouais, alors là, pour le coup, c'est vraiment un sujet où j'ai jamais été confronté à quoi que ce soit, même autour de moi et tout, donc je saurais pas quoi te dire là-dessus, parce que même pour moi, dans ma tête, tu vois, c'est plus des pratiques qui sont très liées au sport type d'endurance en fait, plus que ce que j'ai pu vivre quand j'étais jeune et ignorant, quoi, en tout cas. Donc je saurais pas quoi te dire sur le sujet, honnêtement. Non, mais écoute, il y a plein de questions là-dessus, t'as raison, tu vois, mais pour moi, au-delà de l'inconscience, c'est plus une histoire d'éthique, d'être droit dans tes bottes. Tu passes ta vie à faire un sport, à quel moment t'as envie de tricher, tu vois. Même aujourd'hui, tu vois, quand tu fais un half et que tu vois des gonzes qui draftent, tu te dis mais les gars, ça sert à quoi en fait? Enfin, tu vois, donc pour moi c'est un peu le même truc, quoi. Tu triches d'une manière ou d'une autre. Quel accomplissement tu vas avoir dans ta vie, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. En fait, c'était une réflexion que j'avais qui appelait pas forcément une réaction de ta part, mais voilà, je me disais qu'il y a peut-être aussi un environnement
qui peut être favorable à ce genre de choses. Hormis, comme tu le dis, le fait d'avoir une certaine éthique, d'avoir des valeurs, de ne pas tricher, etc. Revenons à toi. Et donc toi, tu commences à travailler avec ce coach qui t'apprend justement, ou qui te réapprend à te connaître, à prendre conscience que tu n'es pas qu'un corps, mais que tu es aussi une machine, et que si tu la fais travailler dans le bon sens, la machine elle va te permettre d'aller où tu veux. À quel moment tu te dis, je vais partager ça avec tout un chacun sur les réseaux sociaux et je vais lancer mon personnage, mon image de JB Tree? C'était avant, c'est au tout début, c'est avant Marbella, etc. C'est après avoir, quand j'ai commencé à comprendre, à découvrir un peu tout le matériel en fait, tu vois. Découvrir que en fait, le chrono ça coûtait 10 000 balles, enfin entre 5 et 10 000 balles, bref. Ça coûtait très cher en tout cas. Tu vois que tu commences à faire des volumes en course à pied et qu'il va falloir changer les chaussures régulièrement. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte, c'était une période où, professionnellement parlant, j'avais pas des gros revenus et je me suis dit, waouh, je peux pas assumer financièrement de faire ce sport-là et de dépenser tout cet argent-là, les inscriptions, les voyages et tout, et de me dire, je peux pas dépenser tout cet argent-là sans envisager de professionnaliser ça d'une manière ou d'une autre, en fait, tu vois. Et voilà. Et du coup, donc je réfléchissais à ça un petit peu. Et du coup, moi, mon métier de base, c'était de faire des vidéos. Donc, j'ai fait des pubs, des clips et aussi des contenus pour des youtubeurs, des influenceurs, etc. Et en fait, pendant mon voyage au Mexique, j'étais avec mon meilleur ami là-bas. Et il m'a dit, mais en fait, il voyait que je racontais, je faisais que parler de sport en fait, et que je faisais que partager tout ce que j'apprenais. C'était vraiment l'époque où tu as l'impression que c'est une énorme révélation de capter que tu fais des footings et les footings ça te fait progresser, ça te fait courir vite et qu'en fait tu n'as pas besoin de t'entraîner dur pour progresser beaucoup. Enfin bref, tout ça, j'avais... Tu me dis que c'était pendant ton voyage au Mexique, donc pendant tes 3 semaines de tapering, juste avant la course. Ouais, voilà. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'en parlais à tous mes potes et tout. Et du coup, je revois mon pote là et je fais que lui parler de sport et tout. Je partage tout ce que j'ai appris. Et il me dit, mais tu devrais essayer de faire des vidéos sur toi en fait. Tu vois, parce que t'en parles déjà, tu sais faire des vidéos, parle-en dans des vidéos quoi. Et du coup, voilà, ensemble, on fait 1-2 vidéos toutes pourries de footing dans le Mexico, de séances de sport. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, on en fait 2-3, vraiment, pas un gros investissement de temps. Et à un moment donné, on va faire une rando dans des montagnes à côté du Mexico. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et j'avais vu une vidéo d'un trailer australien qui donnait des conseils en fait pour courir en montée. Et voilà, tu vois, il disait voilà, se pencher en avant, réduire la foulée, avoir les bras le long du corps, enfin proche du corps, etc. Et du coup, j'étais en mode on est à la montagne, je vais essayer de un peu copier ce qu'il a fait, en fait, de donner des conseils aux gens sans parler à la caméra ou quoi que ce soit, avec des petits schémas, faut pas faire ça, faut courir comme ça. Et vraiment, une vidéo niveau 0, juste, tu as un conseil dedans. Tu apportes une information à quelqu'un, mais c'était pas calculé à l'époque. Hein. Et en fait, on la poste, et le classique, tu vois, les vidéos d'avant, elles avaient fait 100 vues, 110 vues. Et en fait, on va au resto et on regarde, et puis, il y a 20 000 vues, il y a plein de notifications. Et après, on prend un verre dans un autre bar, il y a 30 000 vues. Et le lendemain, il y avait 70 000 vues, je crois. Et du coup, on se dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que la vidéo, elle est nulle. Et en fait, on a juste vu, on a apporté une information. Et des gens, ils l'ont pris, ils ont dit, ok, c'est cool. Donc, ils ont regardé et voilà quoi. Et à partir de là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais poster des vidéos tous les jours pendant 6 mois et on va voir ce qui se passe. Et voilà, en fait, depuis, j'ai essayé de garder ce truc-là, d'essayer de faire des vidéos qui apportent des choses aux gens. Et c'est ça qui a marché, en fait, quoi. Et après, il y a plein d'améliorations que j'ai fait au fur et à mesure, plein d'apprentissages. Mais la base de tout ça, c'est d'essayer d'apporter une valeur aux gens. Que ce soit des conseils, que ce soit de la motivation, que ce soit du partage d'expérience, etc. J'essaye de faire ça. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris, quoi. Et voilà. Et même si aujourd'hui, c'est pas du tout... c'est encore
en termes professionnels à son commencement, mais au moins il y a cette perspective en fait d'en faire quelque chose. C'était ça qui était important pour moi. Et voilà. Et c'est ce qui me permet d'assumer de faire tout ce sport-là aussi, de me dire peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir vivre de tout ça, quoi. Est-ce que ça a répondu à ta question Ouais, non, ça a répondu à ma question et ça me fait rêver. Mais bon, je suis loin d'avoir tes compétences en montage vidéo. Peut-être que tu me feras une masterclass, un de ces quatre. Je viendrai te voir et puis tu m'expliqueras comment on fait. Avec plaisir. Laissons un peu JB Tri d'un côté et revenons un peu à JB. Première course, qu'est-ce qui se passe après ? Comment est-ce que tu arrives à en faire une deuxième, une troisième, à continuer les courses, à aller jusqu'au championnat du monde ? Ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué, mais comment j'y arrive ? En fait, les choses suivent leur cours après la première course. Classique, hein, j'ai fait ma petite semaine de récup et on a enchaîné sur des blocs et je continue à m'entraîner. Je me suis directement inscrit au Half de Cascais au Portugal, qui était en octobre. Je me suis mis à augmenter mes volumes. Donc là, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Parce qu'en fait, même si c'était des volumes qui me paraissent très raisonnables aujourd'hui, c'est l'augmentation en fait, qui joue sur la fatigue et sur le corps. Donc en fait, peut-être qu'avant Marbella, j'étais à 7-8 heures. Mais déjà, pour moi, de passer de 7-8 heures à 10 heures, c'était beaucoup. Ça me fatiguait beaucoup et je le sentais beaucoup sur mon corps. Puis après, je suis passé sur... peut-être 13 heures jusqu'à 14 heures, peut-être, à peu près, je pense. 13 heures peut-être avant octobre, quoi, par semaine. Et du coup, c'était quand même un rythme que je ressentais comme intensif. Je travaillais beaucoup aussi à côté sur mes tafs de réalisation vidéo. Et en fait, je me suis fait un peu prendre de court par tout ce qui s'est impliqué sur le plan personnel aussi. Tu vois, tous les changements dans ta vie que tu dois faire pour assumer ton travail, tes entraînements. Une hygiène de vie, des relations sociales, etc. Donc ça a été compliqué tout ça. Il y a eu une période du coup juste après ce half de Cascais où je me suis pris un grand mur où je me suis rendu compte que j'avais mal géré en fait tout cet aspect vie sociale et tout l'impact sur ma vie personnelle. En parallèle du sport et de l'entraînement. Donc après ça, j'ai une période assez sombre, assez compliquée pendant quelques mois, jusqu'à pendant 3 mois, jusqu'à ce que je me remette à l'entraînement. En fait, fort de cet apprentissage, je me suis dit bon, ok, en fait, j'ai encore envie de faire ça, j'ai encore envie d'aller explorer ce que je peux faire dans ce sport-là, mais maintenant, je suis au courant que j'ai ces problématiques-là, quoi. Que je suis au courant qu'il faut préserver une vie sociale, que je suis au courant que en fait, toute la complexité de tout ça, quand j'en parle avec des gens, pour moi, c'est pas le half et être performant sur half ou sur longue distance, etc. Pour moi, c'est pas tellement un problème d'entraînement physique, c'est plus un problème d'arriver à être heureux dans ta vie, tout en ayant une discipline et un volume d'entraînement important tous les jours, en fait. Et pour moi, c'est juste ça. C'est pas une histoire de se faire mal à l'entraînement, se faire mal sur une course. En fait, c'est la partie facile, quoi. C'est la partie qui est marrante et qui nous amuse tous les jours. Mais la partie compliquée, c'est de gérer ta vie à côté, d'être épanoui, d'être bien avec tes proches, etc., quoi. Voilà. L'équilibre. Vraiment l'équilibre. Et je pense que c'est pas anodin aussi s'il y a cette blague qui tourne dans le milieu des triathlètes que souvent les triathlètes, plus ils deviennent performants et plus ils divorcent. Parce que soit il y a un pan de la vie qui prend plus le pied que l'autre, plus la famille, donc tu performes un peu moins, plus la performance, donc tu vas passer ta vie, tes journées à t'entraîner, et donc c'est souvent la famille qui en pâtit. Enfin bref, je pense que c'est pas pour rien. Et mine de rien, ceux qui performent le plus, c'est comme tu le dis, ceux qui arrivent à trouver cet équilibre, alors que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans la vie professionnelle. Il y en a même qui arrivent à être triathlète professionnel et avoir une vie sociale et une vie de couple. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais bien trouver cet équilibre, je pense que c'est la clé, comme tu dis. Ouais, et puis je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais je crois que c'était Mathieu Blanchard qui disait ça.
En fait, communiquer en fait avec tes proches, quoi, et vérifier que tout le monde est d'accord avec ce que tu fais, quoi. Tu vois, genre communiquer au jour le jour et prendre des nouvelles des gens, parce qu'en fait, que ce soit sur des proches, des amis, des compagnons, les parents, en fait, ça a un impact sur tout le monde. Et du coup, il faut s'assurer régulièrement que tout est ok, quoi. Et ouais, voilà, quoi. C'est pour ça aussi, tu vois, tout à l'heure, tu me reprenais un peu sur le fait que je te disais, je cherche pas à chauffer les gens, à faire des halfs et tout. C'est pour ça, tu vois, c'est que j'ai tellement conscience que ça peut être dangereux sur le plan social, en fait, ou sur le plan personnel, en fait, de manière générale, quoi, que les gens qui ont envie de le faire, j'essaye de partager ma passion et tout, mais enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être responsable comment dire, de problèmes dans la vie de mes amis, tu vois, qui étaient très bien dans leur vie avant, tu vois. Non, mais c'est clair, t'as compris, hein, je te chauffais, c'était un peu ironique, c'était justement pour après embrayer sur JB3, sur ce personnage, sur sur ce personnage que tu t'es créé et où tu l'as dit tout à l'heure, très bien, quand tu revenais sur cette histoire, c'est que toi, ce qui t'anime dans ce personnage de JB3, c'est de partager quelque chose, c'est de donner des conseils, c'est d'expliquer un petit peu comment est-ce que toi, tu en es arrivé là où tu en es, mais pas d'inciter tout le monde, pas d'inciter celui qui a déjà son équilibre par ailleurs à se mettre à faire du tri et d'en faire à l'excès. Ouais, non, c'est ça. Mais, en fait, moi, j'ai essayé de répliquer aussi ce que j'ai vécu, tu vois. J'avais envie de faire quelque chose. Et en fait, dès que j'étais juste sur les réseaux, que je voyais les vidéos d'un pro qui s'entraîne, ou des belles images de vélo, ou des entraînements, des récits que je voyais des gens faire ce que j'avais envie de faire, ben, ça me remotivait, tu vois. Et je pense que dans cette discipline, mine de rien, t'en as besoin, tu vois, de trouver des petites sources de motivation à droite à gauche pour tous ces matins où t'as la flemme de te lever, tu vois. Et, enfin, en tout cas, sur moi, je trouve que c'est un impact positif. Et du coup, j'ai essayé de le répliquer aussi. Dans ce que je fais, quoi. Bon, écoute, ça a l'air de fonctionner, hein, en tout cas. JB3 est de plus en plus apprécié sur les réseaux. D'ailleurs, on vient de passer à 29 000 là, dans le compteur. Non. J'imagine que tu suis ça de manière très précise. Donc tout ça, ça t'amène, après cette période un petit peu noire, ça t'amène à la course suivante où tu vas pouvoir te qualifier pour les championnats du monde. Ouais, ben... Après cette période compliquée, je me suis dit, bon, bah, tu vas passer en mode... machine, à faire très attention à toi, ton hygiène de vie, à essayer de faire bien les choses avec tes proches et à t'entraîner de manière hyper régulière. Et si tu veux, même dans la période qui était compliquée, en fait, j'ai pas raté un entraînement. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment raté un entraînement depuis que j'ai commencé. Le problème, c'est juste que je faisais la fête et que je dormais pas, que je m'entraînais quand même, et du coup, c'est pas productif, quoi. Mais après, du coup, en janvier, je me dis, ok, on va prendre soin de soi. On va bien travailler sur le plan professionnel, on va essayer de se créer une bonne petite vie sociale, parce que j'avais déménagé, etc. On va s'entraîner comme jamais et j'ai essayé de tout bien faire en me disant objectif, Sable d'Olonne, 30 juin, non, 2 juillet. et voilà, quoi. Et du coup, tu vois, même au Sable d'Olonne, j'y suis allé, déplacement tout seul, sans proche, sans rien. J'étais en mission, quoi. De janvier jusqu'au 2 juillet, c'était... faut que j'y aille et que je me qualifie, quoi. Et voilà, et la course c'est bien passé. C'est une course où tu as une natation avec un courant qui t'aide parce que tu passes dans le chenal et c'est marée montante et du coup tu exploses tes chronos en natation si t'es pas pro, parce que les pros partent à contre-courant, les amateurs avec le courant. Et du coup, moi, à ce moment-là, c'était en natation que j'étais vraiment en dessous des autres, quoi. Donc tu termines une natation en explosant ton record de 5 minutes. Je pars sur un vélo, c'était la première course que je faisais avec mon vélo de chrono, donc j'avais encore mal aux fesses, mais quand même ça allait plus vite. Et je fais une bonne course à pied, enfin c'est une course qui est super belle. Et je termine, je crois, assez loin hein, en catégorie d'âge, je crois que je termine 11 ou 12. Mais en fait, la saison elle est hyper avancée, donc soit les gens étaient déjà qualifiés, soit ils n'avaient pas envie de prendre des billets pour le championnat du monde au dernier moment. Et du coup, il y a le roll down et je récupère une place qualificative à ce moment-là, quoi. Et voilà comment ça s'est fait. Comment on y va après
au championnat du monde? Est-ce qu'on a le cœur plus léger ou est-ce qu'au contraire, tu donnes tout encore parce que là, tu es en mission pour aller, je sais pas, tout donner? Ou ce qu'on a vu parfois avec certains triathlètes qui finissent à aller à Hawaï, donc sur la distance longue, full, et maintenant ce sera 1 an sur 2 pour les hommes comme pour les femmes, c'est que en fait, une fois que tu es à Hawaï, l'objectif c'est de kiffer. Donc tu y vas et puis advienne que pourra, quoi. Est-ce que toi, tu étais dans cette dynamique-là ou tu étais dans la dynamique en fait, je suis là et je donne tout? Moi, j'étais plus dans l'idée de profiter. Parce que, tu vois, je m'étais même qualifié super à la traîne, avec un classement pas ouf. Donc, j'avais complètement conscience que j'allais rien faire sur le plan du classement. Et du coup, j'avais juste envie de kiffer l'expérience. Et voilà, c'est quand même, en tant qu'amateur, tu te retrouves quand même sur une course où tu as tous les meilleurs pros mondiaux qui sont là, donc tu peux, tu vois, les apercevoir, tu as une ambiance qui est cool, et même les gens autour de toi font quand même partie des meilleurs amateurs sur ce format-là, donc c'est hyper cool. Moi, sur le plan de motivation et du mental, à ce moment-là, j'étais un peu paumé en fait, parce que c'était un gros rêve très puissant de me qualifier. Et en fait, après les Sables d'Olonne, je me dis mince, qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi en fait maintenant, parce que même toi, aller au championnat du monde, je limite. Bon, c'est un peu fort, mais j'avais presque pas envie d'y aller parce qu'en fait, moi, je suis vraiment drivé par la compète, par les objectifs, et je me disais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc en fait, j'y suis allé vraiment parce que je me disais c'était mon rêve, j'y vais, je fais ce que je peux pour kiffer et voilà, quoi. Mais puis voilà, c'est quand même des trucs qui sont très chers, donc tu fais quand même beaucoup de. C'est des concessions importantes aussi sur le plan financier, ça pèse quand même pas mal sur ta vie de faire des voyages avec le vélo, les hôtels et tout, bref. Donc voilà, donc c'était faible motivation, mais en tout cas j'étais là pour passer un bon moment sur la course et fermer ce chapitre-là d'une bonne manière, quoi. Au final, tu l'as pas fermé parce qu'on pourrait se dire ok, il a été au championnat du monde et puis après il a raccroché le vélo et puis il passe à autre chose. Non, t'as continué, tu continues et t'as même été glané un podium quand même, cette fois-ci sur un autre 73. Ouais, ouais. Enfin. Tu vas pas nous refaire le coup de mais c'était l'intensité, il y avait pas des grands noms, des grands pros. Si, t'as fait un podium, quoi. Il y avait pas les meilleurs mondiaux. Oui, oui, alors c'est sûr qu'il n'y avait pas. Je te taquine, JB. C'est sûr à 100%, même si Maxence est un excellent athlète et je suis super impressionné par ce gars qui a gagné à Tanger. Mais ouais, en fait, ça m'a mis. En fait, j'étais un peu bloqué avec mon ambition à ce moment-là où je disais qu'est-ce qui m'intéresse ? Soit j'arrête le triathlon parce que en fait ça m'intéresse pas de m'investir autant dans un sport, enfin le longue distance en tout cas, pour être moyen en fait. Enfin en tout cas c'est moi personnellement, je dis pas que c'est pas bien, mais moi personnellement j'ai besoin de compétition en fait, j'ai besoin de vouloir progresser, d'aller le plus loin possible. Et donc en fait à partir du moment où j'avais fait ces championnats du monde amateur, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire et voilà. Maintenant, aujourd'hui, on verra si ça se passe ou pas, mais je me suis avoué l'objectif de viser moins de 4 heures sur Alf l'année prochaine. Et du coup, moins de 4 heures sur Alf, c'est déjà un énorme gap entre mon niveau aujourd'hui et ce que ça représente de faire moins de 4 heures. Et en fait, ce qui m'a fait un peu un déclic, c'est de me dire que ce gap, dans ma tête, il est aussi important que ce qu'était se qualifier au championnat du monde l'an dernier, en fait. Je pensais que c'était vraiment impossible pour moi. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je me dis, c'est impossible, mais en fait, on verra bien, quoi. Et en fait, encore une fois, j'en ai parlé avec mes coachs. Parce que je travaille avec Soli et Sylvain Sudry maintenant, en natation notamment, qui a été 2 fois champion du monde, donc une pointure. Et en fait, les deux m'ont dit, on va voir, on va essayer de mettre les choses en place, mais rien n'est impossible, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai cet objectif-là, et c'est un objectif qui représente beaucoup de choses dans ma tête en tout cas, parce que pour moi ça veut dire accéder à des podiums catégorie d'âge pour sûr, la possibilité potentiellement de gagner des courses plus petites que des halfs, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je vise, quoi.
en gros, aujourd'hui. Bon, donc pour ta 30e année, moins de 4 heures sur Half. Ouais. Et après, est-ce que tu crois que la grande marche de l'Ironman, du full Ironman, ça te tente ? Alors aujourd'hui, le full Ironman, ça m'attire pas. Parce que le plus compliqué pour moi, aujourd'hui, dans mon cadre de vie, je suis à Bordeaux et c'est un très bel endroit pour vivre et pour s'entraîner. Mais en fait, je suis pas à l'aise à vélo. Je suis pas à l'aise. En fait, j'ai toujours peur de me faire renverser à vélo, si tu veux. Et du coup, j'enchaîne les sorties, etc. Mais du coup, se préparer pour un full Ironman, ça veut dire faire des sorties très longues, très souvent, parce que voilà, on parle de sorties entre 5 et 7 heures. Donc tu passes tes journées sur le vélo, tu passes beaucoup de temps sur la route. Et voilà, moi, c'est la discipline où que je kiffe le moins au final à l'entraînement. J'aime faire du vélo et tout. Mais j'ai du mal à imaginer passer autant de temps sur les routes, au contact des voitures, etc. Et puis même, j'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment aussi à faire autant de vélo, quoi. Voilà, donc c'est un peu le frein que j'ai aujourd'hui. Je préfère rester sur un truc de 73 qui reste quand même des formats assez rapides, où les entraînements peuvent être quand même assez marrants et voilà, quoi. Et là, aujourd'hui, ton volume horaire, t'es autour de combien par semaine ? Aujourd'hui, pas beaucoup, parce que là, j'étais en coupure. Mais sur la fin, sur les blocs à la fin, en gros, le maximum de progression, je crois, c'était 18 heures par semaine. J'avais enchaîné mon dernier bloc, je crois. J'avais fait 17, 18, 30 par semaine. Et voilà. Et en gros, en fait, si tu veux, depuis 1 an et demi, chaque bloc augmente un petit peu, en fait. Ça augmente continuellement. Et là, cette année, voilà, il va falloir, même surtout cet hiver, là, il va falloir dépasser les 20 heures par semaine, notamment avec beaucoup de volume vélo à basse intensité, etc., pour atteindre ce niveau-là. Mais j'envisage pas moins de 25 heures. Pas moins de 25 heures, une fois la prépa bien lancée, quoi, je pense. Bon, j'ai une petite blague pour toi. Hein. En plus, je pense que c'est tes frères ennemis. Moi, je suis à Castres. Donc, tu vois, Bordeaux, le CO, Castres, tout ça. Mais d'un autre côté, ça peut te donner un objectif pour une belle sortie vélo, tu vois. Moi, je t'accueille avec plaisir à la maison. Tu prends le vélo au départ de Bordeaux, tu viens à Castres, tu poses le vélo, on se trouve un endroit pour aller nager tranquille, un petit repas pépère, un bon dodo, puis le lendemain matin, tu repars parce qu'il faut rentrer quand même. Après, tu peux rester plusieurs jours si tu veux. On se fait un bloc d'entraînement. Ah, mais carrément, je sais, il faudrait que je regarde le nombre de kilomètres qu'il y a, mais ouais, carrément. Bon, tu dois être à 200, 250, je crois. Ok. Ça se tente. Tu viendras un week-end où le CO jouera, comme ça me fera plaisir de t'emmener voir le CO. Non, en vrai, ça me fera plaisir de voir le CO, évidemment, en vrai. Ah, c'est sympa. Bon esprit. Ok, écoute, c'est super intéressant. Et puis finalement, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais avec toutes mes questions un petit peu parfois indiscrètes ou quand je te chauffe un peu, que je suis un peu ironique, t'as délivré un max d'informations, un max de conseils. Je pense que nos auditeurs vont apprécier ça. Et tout ça, l'année prochaine, monter à 25 heures d'entraînement par semaine pour préparer cet objectif 73 sub 4 heures. Tout ça, c'est en continuant à bosser, c'est en continuant à avoir un job et à avoir une vie sociale, une vie de famille, toujours en ayant cet équilibre. Tu vois, on revient au contenu, c'est pour ça que je fais des contenus, en fait, c'est pour me libérer du temps et envisager que ce soit mon métier principal, en fait, tu vois, pour ne plus avoir... L'an dernier, je faisais des déplacements à Paris en train, je passais des journées en déplacement et ça me pompait beaucoup d'énergie et voilà, c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, j'essaye de me libérer de cette contrainte-là, qui est un double job en fait, en essayant de créer du contenu qui tourne plus autour de ma passion. Et voilà, en fait, c'est tout le but, quoi. Après, tu vois, sur le plan social et de la vie perso et tout à côté, je pense que, tu vois, j'ai appris de mes erreurs en fait, et je pense que c'était un truc qui était assez nécessaire. Et au début, tu vois, j'ai même eu une période où j'avais un peu honte, tu vois, de faire du sport, à me dire, mais les gens, tu vois, les nouvelles rencontres, les gens, les amis, tout le monde va me prendre pour un gogol qui est obsédé par un sport, et tu vois, et je vais être incompris, et je suis pas compatible en fait avec une vie normale, tu vois. Enfin, tu vois, je culpabilisais un petit peu.
Et en fait, j'ai un peu fait la paix avec moi-même là-dessus, tu vois. Je me suis rendu compte, voilà, c'est ce qui me passionne. En soi, les gens, ça les dérange pas. Et les nouvelles personnes que je vais rencontrer, ils seront au courant que je fais ça leur plaira pas, mais c'est ok, tu vois, c'est cool. Et du coup, j'ai un peu fait la paix avec moi-même par rapport à tout ça. Je sais que ça contribue beaucoup à mon épanouissement personnel et que je vais continuer là-dedans, mais en essayant d'être, tu vois, sain dans ma tête, quoi. Tu vois, pas torturé par des trucs, ou pas me dire, faut pas que je fasse de sport, ou alors il faut absolument faire, je sais pas, tu vois, se poser plein de questions en fait par rapport à ça. J'essaye d'être droit dans mes bottes, sain dans ma tête et voilà quoi. Et faire attention à tout ça, mais sans trop se mettre la pression non plus, quoi. Ouais, puis comme tu le disais tout à l'heure, communiquer avec son entourage, avec ses proches, communiquer sur ses besoins, parce que si tu fais autant de sport, c'est aussi que tu as un besoin de pratiquer, de te dépasser, de penser à autre chose, de te vider la tête, et voilà, communiquer. Écoute, JB, on a bien avancé, on a déjà 4 minutes de retard sur l'horaire que je t'avais annoncé. Ce que je te propose, c'est 2 dernières questions. La première, et je pense que tu es bien placé pour y répondre, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc en quelques mots, comment devenir triathlète selon JB Tri? Tu vois, autant j'avais écouté des podcasts, autant j'ai pas préparé ta question. Et pourtant je la pose sur tous les podcasts. Mais écoute, c'est sympa. L'effet feuille blanche, j'aime bien. On me pose beaucoup la question comment faire, quel conseil tu vois, pour m'entraîner, quel conseil pour se mettre au triathlon. Donc en fait, moi, comme on le dit, tu vois, j'aurais deux choses. C'est se faire encadrer, en fait, soit par un club où il y a de la place pour se faire accompagner, soit par un coach perso directement pour les gens qui en ont les moyens. Parce qu'en fait, le gain de temps, mais qui se mesure, avoir un coach personnel, ça va te faire gagner des années par rapport à quelqu'un qui est autodidacte. Donc tu vas progresser très très vite et du coup tu vas prendre plus rapidement du plaisir et ça va être cool de faire du triathlon, quoi. Et deuxième truc, c'est avoir envie d'apprendre, en fait. Parce que justement, on en a parlé, en tant que débutant, tu te rends pas compte à quel point on est une machine avec plein de boutons sur lesquels tu peux appuyer pour progresser et pour faire ce sport-là, quoi. Et quand tu as envie d'apprendre, en fait, tu débloques des nouveaux pouvoirs pour progresser, quoi, en fait, quoi. Tu débloques des nouveaux interrupteurs pour prendre du plaisir dans le sport et être plus performant, quoi. Donc voilà, pour moi c'est ces 2 trucs-là. Vraiment, pas avoir honte d'être mauvais, avoir envie d'apprendre et se faire encadrer, quoi. Super. Et puis la dernière question, celle-ci, tu devrais pas trop avoir besoin de réfléchir pour y répondre. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on va chercher tous tes conseils? Et puis éventuellement, où est-ce qu'on te pose des questions si on a envie? Du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram, JBTri off, et sur TikTok, JBTri, et prochainement, là, dans les prochains jours, je sais pas quand sortira ce podcast, mais je vais commencer à faire des belles vidéos YouTube, et normalement ça devrait être pas mal. Écoute, on va se synchroniser. Tu me diras quand est-ce que tu diffuseras ta première vidéo et puis je m'arrangerai pour diffuser. On diffuse tous les mardis. Donc aujourd'hui, on enregistre un jour où on diffuse l'épisode. Donc tu me diras juste quand est-ce que tu prévois ça puis on essaiera de synchroniser là-dessus. Écoute, JB, merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as parlé de Maxence May qui a gagné le 73 de Tanger avec qui j'ai enregistré aussi il y a quelques jours. Donc je verrai si je le place avant ou après ton épisode par rapport à ta synchro. Mais en tout cas, on le salue. Maxence, si tu nous écoutes, on t'embrasse et puis peut-être que tu l'as déjà croisé, peut-être que tu as l'intention d'aller faire quelques distances, quelques entraînements avec lui, non? J'aimerais bien. Je sais pas si j'en suis encore capable, mais on s'est croisés rapidement, mais je crois qu'on était tous les deux un peu introvertis, on n'a pas osé se parler dans l'avion, on était assis à côté, on s'est pas parlé. mais ouais, je pense rentrer en contact avec lui bientôt pour aller faire des entraînements ou quoi, ça pourrait être cool. Ça marche. Écoute JB, bonne continuation. Je te laisse parce qu'en plus chez toi il est tard, il faut que tu ailles te coucher. Tu l'as dit, la récupération, le sommeil, ça fait partie de l'entraînement, même si tu es en coupure. Repose-toi bien, éclate-toi bien, entraîne-toi bien. On se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour suivre justement ce sub 4. Et puis nous, chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.
Ouais, je dois dire un truc ou pas? C'est plus du tout naturel. On mettra pas d'au revoir.